Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous parler du mouvement et de comment le capturer dans nos photos. C'est parti! Quand on veut montrer un mouvement en photographie, je pense qu'il y a principalement deux approches que l'on peut utiliser. La première, ce sera la manière explicite où on va clairement indiquer le mouvement et le montrer dans la photo et le capturer plus ou moins dans son entièreté. Et ensuite la manière implicite où on va plutôt essayer de donner un indice au spectateur pour montrer qu'il se passe quelque chose dans la photo et lui faire comprendre indirectement qu'il y a un mouvement. Et pour chacun de ces principes, je pense qu'il y a un type de technique photographique qui correspond. Pour la manière explicite, je pense principalement au principe de la pose longue ou du moins plus ou moins longue. C'est-à-dire que l'on va faire en sorte de laisser une espèce de traînée du mouvement dans la photographie. Il y a plusieurs cas dans lesquels ça peut s'appliquer. Le premier, c'est par exemple quand vous essayez de capturer un objet et qui est en déplacement. Comme vous pouvez le voir dans la photo là où par exemple j'ai des dés que j'avais lancés et que j'avais capturés en photo, j'ai utilisé un mélange de lumière continue et de lumière flash pour capturer le mouvement. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de traînée dans la photographie. Cette traînée, elle est due simplement parce que les dés étaient éclairés par une lumière continue, une simple lampe, alors que ensuite, à la fin du mouvement, j'ai déclenché le flash pour figer l'objet. Le mouvement est simplement ici mis de manière explicite parce qu'on voit la traînée des dés apparaître. Et pour obtenir le résultat, j'avais là une pause d'1/8 de seconde. Ensuite, le flash, lui, était déclenché avec une synchronisation au second rideau, de manière à faire en sorte qu'à la fin de l'exposition, le flash vienne taper pour venir éclairer à ce moment-là la scène et venir se mettre en surimpression du mouvement. Cette technique, on peut également l'employer par exemple en photo de rue, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout quand on veut pouvoir isoler un sujet. Parfois, vous avez dans une scène un sujet qui va bouger alors que d'autres ne bougent pas. Notamment cette photo que j'ai prise dans une station de métro à Bruxelles, j'avais des gens qui attendaient le métro et le métro qui a déboulé derrière. Le fait d'ici de capturer à 1/10 de seconde, donc en étant bien calé contre un mur, donc par exemple ici, dans ce cas-là, j'avais simplement mon appareil en main, je le tenais bien, j'étais adossé à un mur sur le côté, de manière à être bien stable, j'ai fait la mise au point sur les personnes que je voulais net au niveau de la photographie, et ensuite j'ai attendu que le métro arrive. Et au moment où le métro est arrivé, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une rafale de photos à 1/10 de seconde, et donc j'ai sélectionné ensuite celle qui convenait, parce que forcément, les gens qui sont dans la scène, eux, bougeaient toujours un petit peu, sauf par moment, et donc comme ça, j'ai eu une photo dans laquelle ces gens étaient à ce moment-là bien nets, et le métro qui passe flou derrière. Ce que j'aime dans ce principe-là, c'est qu'on montre à ce moment-là qu'il y a quand même quelque chose qui se produit. On est dans un contexte, on a vraiment une idée d'un mouvement qui est dedans. Même si c'est pas forcément le sujet principal qui est en mouvement, on a quand même une notion de temps dans la photo puisqu'il y a des éléments nets et des éléments qui ne le sont pas. Un autre principe qui dépend également de la même logique, c'est-à-dire d'imprimer un mouvement et de le capturer dans son entièreté au niveau de la scène, ou du moins partiellement, c'est le principe du filet. Donc pour un filet, à ce moment-là, on prend son appareil photo, on le met généralement à ce moment-là en autofocus continu de préférence si c'est possible. On va à ce moment-là prendre la photo et suivre le sujet pendant qu'il se déplace et déclencher et en suivant le sujet de manière à faire en sorte qu'on essaye de se calquer au niveau du mouvement avec le déplacement du sujet, ce qui aura pour effet d'avoir un sujet qui sera plus ou moins net, voire totalement net si on se débrouille vraiment bien, et d'avoir à ce moment-là tout le reste, tout l'arrière-plan qui est flou, comme vous pouvez le voir dans cette photo-ci, où à ce moment-là c'était le jour d'une journée sans voiture à Bruxelles, où une personne faisait du roller en pleine rue. J'ai essayé de garder vraiment un mouvement synchrone, donc j'ai vu la personne arriver au loin, j'ai fait la mise au point dessus, j'ai maintenu la mise au point dessus avec le bouton iPhone à l'arrière de l'appareil, j'ai maintenu, au moment où la personne a commencé à arriver devant moi, j'ai déclenché tout en continuant à faire le mouvement, et donc comme j'ai ensuite bougé l'appareil pendant le temps de pause, qui était de l'ordre d'1/6 de seconde dans ce cas-là, mais j'ai donc à ce moment-là la personne qui est globalement nette, alors que tout l'arrière-plan est flou parce que j'ai fait en fait un filet. Ça, c'est très pratique aussi parce que ça va permettre de montrer à ce moment-là une impression de mouvement et même de vitesse dans ce cas-là. Et deuxième avantage, c'est que ça permet également d'occulter tout ce qui se passe derrière et d'isoler un sujet juste parce que lui est en mouvement alors que le reste l'est nettement moins dans la scène. Une autre raison qui fait que j'aime bien cette technique de prise de vue, c'est qu'on va souvent pouvoir travailler à ISO relativement faible. Forcément, puisqu'on est obligé de prendre des photos qui vont avoir des temps de pause de l'ordre du 10e, du 15e, du 20e de seconde, voire même parfois beaucoup plus long que ça, on va pouvoir à ce moment-là nettement descendre sa sensibilité ISO, de manière à ce moment-là pouvoir capturer le mouvement.
L'inconvénient par contre, c'est que de faire ça en pleine journée devient très compliqué, et donc ça c'est parfois un des cas où avoir un filtre ND que l'on va pouvoir mettre devant son objectif va permettre à ce moment-là de compenser, ou alors l'autre solution c'est de fermer le diaphragme. Enfin, on est quand même un petit peu limité. Si vous travaillez en plein soleil à 1/10 de seconde, il va falloir fermer un maximum, et du coup la photo sera quand même pas forcément intéressante, parce que si vous faites par exemple un filet ou une pose longue avec un diaphragme très fermé, vous allez quand même avoir beaucoup de détails qui vont apparaître, et donc ce que vous auriez voulu vraiment flou risque quand même d'avoir des détails un peu trop présents, et ça gâcherait un petit peu le rendu. Alors quand il s'agit de représenter un mouvement maintenant de manière un peu plus implicite, là ça va être un petit peu plus délicat, mais je trouve parfois le rendu nettement plus intéressant que de vraiment vouloir l'imprimer. Ça va dépendre beaucoup des circonstances. Ce que j'entends par mouvement implicite, c'est-à-dire qu'en fait votre sujet est figé. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de traînée ou quoi dans la photo qui va montrer le mouvement. Mais par contre, il y a des éléments dans la scène qui vont faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Par exemple, dans cette photo, toute la scène est figée. On voit bien qu'il y a l'architecture qui est totalement nette, on a bien l'arche qui est bien nette et tout, et on a à ce moment-là cette personne qui passe en marchant juste au niveau de l'arche. J'ai essayé de la capturer plus ou moins au moment où elle passait au milieu pour essayer d'avoir quelque chose de très graphique. Si j'avais capturé cette photo au moment où la personne avait les deux jambes jointes, au moment où les deux jambes passent l'une devant l'autre, on n'aurait pas eu cette information de mouvement. Ce que j'aime dans cette photo, c'est que c'est la position de la personne, le fait que la personne ait vraiment les jambes écartées et montre bien qu'elle est en train de marcher, qui fait toute la différence. C'est ça qui détache un petit peu la personne du fond, puisqu'on a en fait tout l'environnement qui est totalement statique, on a la personne qui est figée, mais elle est dans une dynamique de mouvement, et je pense que c'est grâce à ça qu'on comprend bien qu'il se passe quelque chose dans la scène. C'est un principe qui, je trouve, fonctionne très bien pour la photo de rue, du moins ce que moi j'aime comme type de photo de rue, c'est d'avoir un environnement et d'avoir quelque chose qui se passe dedans. Et c'est simplement parfois au niveau de l'attitude des personnes que l'on va photographier ou de l'élément que l'on veut photographier que tout va se décider. Si la personne est statique, si la personne a les bras le long du corps, qu'elle ne fait rien, simplement c'est une photo qui va être à ce moment-là totalement statique et sans aucune intention de mouvement dedans. Par contre, si la personne est en train de marcher et qu'on arrive de capturer au moment où la personne est en train de faire un pas, même si tout est figé dans la scène, le spectateur va lui alors comprendre qu'il se passe quelque chose dans la scène, simplement parce qu'on a l'habitude de voir ça, on sait de quoi il s'agit, et c'est notre interprétation qui en fait un mouvement plutôt que la photo en elle-même. Et c'est ça que j'aime là-dedans, c'est qu'on va pouvoir à ce moment-là, en sélectionnant correctement la photo et la bonne prise de vue, pouvoir donner une impression de mouvement ou pas, sans pour autant l'avoir vraiment fait de manière explicite. C'est vraiment la compréhension de la photo qui donne cette impression de mouvement. La difficulté, à mon sens, avec ces clichés, ça va être surtout de trouver le bon moment pour déclencher. Et le problème, c'est que quand on regarde à travers le viseur, on va toujours à ce moment-là avoir un certain retard. C'est-à-dire qu'au moment où on va déclencher, l'événement est déjà passé. Donc ce que je fais pour ces genres de photos-là, c'est que je prévois mon cadrage, je m'installe correctement, de manière à être bien stable. Je prévois ma mise au point à l'endroit où il faut, donc soit je sélectionne le collimateur ou la zone de mise au point au niveau de l'appareil, et je me mets à ce moment-là en rafale. Je règle mes paramètres pour la photo, peu importe la manière dont je fais, et je vais à ce moment-là plutôt essayer de déclencher un petit peu de manière prévisionnelle. C'est-à-dire que je vais commencer à déclencher au moment où la personne arrive dans la zone où je fais la mise au point, et au moment où à ce moment-là où la personne est sortie de la zone qui m'intéresse, j'arrête de déclencher. Je vais peut-être avoir une série de 4, 5, 6 photos, et à ce moment-là, ça va me permettre par la suite de trouver la bonne photo. Ce que j'aime dans ces photos, c'est que même si tout est figé, la position de la personne donne une impression de mouvement. Ce principe fonctionne très bien quand il y a quelqu'un dans la photo, mais pas uniquement. Notamment par exemple sur ce cliché que j'ai pris dans une photo à haute vitesse avec un déclencheur spécial. Ici, ce que j'avais fait, c'était laisser tomber une tasse dans un aquarium rempli d'eau et attendre qu'elle se retourne. Et donc en fait, le tout, ça a été de déclencher au bon moment. Mais vous voyez que le fait qu'au moment où la tasse s'est retournée, il y avait toutes ces bulles d'air qui étaient prises dans la tasse, qui sont remontées à la surface, donne une impression de mouvement et rend le cliché beaucoup moins figé. S'il n'y avait pas eu toutes ces bulles d'air et donc tous ces mouvements à la surface de l'eau, on ne comprendrait pas qu'il y avait un mouvement. De nouveau, le mouvement n'est pas montré dans l'image, le mouvement n'est pas imprimé en tant que tel, mais des éléments, des indices dans la photo nous laissent montrer qu'il y en a un. Et ça, on peut l'appliquer à plein de types de photos. À partir du moment où on va pouvoir à ce moment-là avoir un élément que l'on va comprendre comme étant en mouvement, ce mouvement sera donc bien présent, même si les éléments sont figés dedans. Vous avez également cette photo que j'avais prise en 2016 pour faire des premiers tests en photo haute vitesse, où en fait je faisais simplement sauter une pièce sur mon pouce,
et je déclenchais le flash avec la télécommande dans l'autre main pour y arriver. Et vous voyez que là, on a cette pièce qui est en train de tourner au-dessus de ma main. On sait très bien que cette pièce ne va pas rester en l'air, qu'elle va finir par retomber. Et donc finalement, on a quand même quelque chose d'assez dynamique dans la photo avec un mouvement, même si de nouveau tout est figé dedans. Dans un cas comme dans l'autre, le réglage de l'appareil est assez important, principalement le temps de pause, puis c'est ça qui va déterminer si on va avoir un mouvement qui sera imprimé ou si on va figer un sujet. Je ne sais pas vous donner de recette exacte pour ça parce que ça va dépendre de plein d'éléments. Déjà, la vitesse à laquelle le sujet se déplace dans votre scène va tout déterminer. Si vous avez quelqu'un qui marche et que vous voulez par exemple le flouter dans une photo, en général à partir d'un 20e à un 15e de seconde, le flou va être bien présent. Si vous descendez en dessous, vous allez même avoir une espèce de traînée et vous ne verrez plus à ce moment-là que l'ombre de la personne. De nouveau, il n'y a pas moyen de donner de valeur précise pour ça parce que ça dépend bien sûr, comme je l'ai dit, de la vitesse à laquelle l'objet se déplace dans votre scène, mais pas uniquement. Ça va dépendre également de votre focale, ça va dépendre de la distance à laquelle se trouve le sujet. Prenez par exemple en fait simplement une personne qui marcherait dans un paysage qui se trouve à 50-100 mètres de vous et vous photographiez ce paysage au grand angle. Vous pourriez très bien avoir la personne nette même avec un 10e de seconde, simplement parce que la personne est tellement loin et tellement petite dans l'image que son mouvement n'est quasiment pas possible à capturer facilement. Par contre, cette même personne qui passerait devant votre caméra, je veux dire à 1 ou 2 mètres de vous pendant que vous prenez la prise de vue, à partir du moment où vous aurez une demi-seconde, une seconde de pause, cette personne aura même totalement disparu de votre photo. Et donc forcément, pour arriver au résultat que vous souhaitez, il va falloir faire un petit peu d'expérimentation, mais déjà vous pouvez partir sur le principe de choisir entre le fait d'imprimer un mouvement avec un temps de pause relativement long et de figer le mouvement avec un temps de pause beaucoup plus court. Voilà donc pour cette vidéo sur ma manière de capturer le mouvement en photographie. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.